à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, L'alchimiste de ta vie. Donc je vous explique le concept, c'est je rencontre une personne qui a marqué mon parcours de vie et à l'aide d'un outil qui s'appelle la ligne de vie, on retrace un petit peu son parcours pour voir ce qu'il a vécu dans les sommets et dans les vallées. Donc là aujourd'hui on a la chance de recevoir Rafad, donc il va se présenter dans un instant, mais juste avant je vous redis un peu ce qu'est la ligne de vie. Donc en fait la ligne de vie, c'est on trace deux traits, horizontales et verticales, qui vont se rencontrer. Et il y a le début de sa vie, donc la naissance, et après il va jalonner tous les éléments. Et donc dans la partie haute, ça sera les sommets, donc ce qu'il a vécu positivement au moment des événements. Il y a les moments de vallée, les moments où il a un peu plus souffert. Et donc l'idée, c'est de revenir sur ces événements et de voir un peu comment il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, cette ligne de vie, je vous invite peut-être à la faire avec un coach. Ça permet de se rendre compte de ses forces, de ses ressources. Et souvent, il y a des moments que l'on vit de manière difficile sur le moment présent. Et plus tard, on en tire tous les bénéfices. Donc Rafad, enchanté. Ça fait plaisir de te voir. Franchement, c'est un vrai honneur que tu me fais. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour ceux qui t'écoutent? Je m'appelle Rafad. Je suis actuellement formateur d'enseignants de la conduite. Donc, un peu comme toi. Donc, on s'est connus au travail. Et voilà, j'habite en région parisienne. Donc j'ai des activités de formateur, des activités associatives aussi. Donc je travaille pas mal avec les jeunes et puis voilà, que dire de plus. Écoute, c'est déjà très très bien, très très bien. Donc voilà, donc il a rempli sa ligne de vie. Et donc l'idée c'est de voir tous les éléments qui ont marqué sa vie. Et il va faire aussi une projection, voir ce qu'il espère dans les 5 années à venir. Donc Rafat, tu m'as fait l'honneur de me passer ta ligne de vie avant. Et tout de suite, ce qui me marque dans les sommets, c'est t'as mis belle enfance. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par belle enfance? Je pense que quand on prend l'âge, non pas que je sois vieux, mais qu'à 35 ans, on est quasiment à la moitié de sa vie, on a tendance à enjoliver tout ça et puis à retenir que les bons moments. Donc moi, j'ai grandi sur Pantin en étant très jeune. Et les souvenirs que j'en ai, c'est que j'ai manqué de rien, qu'on était heureux, que ça se passait bien, que j'ai eu la chance d'avoir mes deux parents. Exact. Qu'ils étaient là pour nous, qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu, qui prenaient du temps pour nous, qui nous ramenaient au sport, qui nous aidaient pour les devoirs à hauteur qu'ils pouvaient. J'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs et donc de partager mon enfance. Et maintenant, quand je repense à mon enfance, je regarde vraiment que des bons moments. Et du coup, tu étais à Pantin? À Pantin et à l'adolescence, j'ai déménagé à Drancy. Ouais. Ok, et Pantin, t'habitais où? Dans un quartier? Ouais, dans une cité, comme beaucoup de gens, je suppose. Mais c'est intéressant comment tu développes. Franchement, la vie en cité, c'est comment tu la vois à mon époque. C'était plutôt bien. Enfin, en fait, une cité, c'est quoi? C'est un village. On se connaît tous, on s'amuse ensemble, tous les parents se connaissent. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, donc quand tu voulais sortir, tu appelais ton pote par la fenêtre, tu lui dis vas-y, montre. On peut chercher, parce que tout seul, c'est compliqué, tu vois. Donc moi, quand tu es jeune, tu es enfant, tu vois que les bons côtés. Et puis, belle enfance, pour le sport, pour tout, pour l'amour, pour la manière dont on est accompagné, je ne changerai rien, vraiment. Et même ce qui pouvait gêner avant, finalement, c'est une bonne chose. Moi, j'ai manqué de rien, ni d'amour. J'ai jamais eu certaines problématiques comme ne pas manger à ma faim. Oui, j'ai eu un père et une mère qui travaillaient beaucoup, donc le modèle de mes parents, c'était le travail. Et donc, si je suis travailleur aujourd'hui et courageux, c'est aussi grâce à eux, et surtout grâce à eux. Et malheureusement, j'ai pas eu. On oublie parfois de leur dire. Donc, voilà. C'est vrai, exactement. Et là, tu relèves quelque chose de positif, justement, tu mets belle enfance. Mais après, je vois, si on avance dans ta ligne de vie, tu as placé vie de quartier. Ouais, à l'adolescence. Ok. Alors, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc là, l'adolescence, pour bien resituer, c'est quand tu es venu à Pantin. À Drancy. J'ai commencé à Pantin, j'ai été scolarisé à Pantin. Et sur Drancy, je me suis rendu compte que tu vis un tout petit peu, enfin même pas à Pantin aussi, c'est qu'en grandissant, tu vis un peu plus dans d'autres problématiques, dans la violence, etc. Et avec du recul, vu que je travaille actuellement avec des enfants, je me dis que tu te concentres plutôt sur l'école. Parfois, tu vois des choses que tu n'es pas censé voir, ouais. qui font que tu peux faire les mauvais choix à une
période où tu peux être influençable, ce genre de choses. Donc moi, ça va, hein, j'ai fait mes études, j'ai eu un bac scientifique, donc c'est pas le pire des bacs non plus, mais j'ai manqué à ce niveau-là de modèle, si je peux dire ça, qui fait que bah, moi, par exemple, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit c'est bon. C'était Non, j'ai continué, mais j'étais. Voilà, je ne savais pas quoi faire, j'avais pas forcément de gens qui pouvaient me guider non plus, parce que, comme beaucoup de personnes. Ils ne savent pas trop quoi faire après le. comme beaucoup de personnes, mais des fois c'est compliqué, la vie de quartier, tu vois, t'as d'autres problématiques, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais déjà, quand tu dis. Tu sens qu'il y a plus de violence, tu vois, Bien sûr. et même si moi, ça va, j'ai bien vécu les choses, tu- ça peut être embêtant, quand tu vas au lycée, tu vois des bagarres, ce genre de trucs, et puis à un moment donné, t'as plus la tête dans ça, et puis. Donc ça, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Des côtés qui font que tu peux te perdre très facilement. Et moi, je ne me suis pas perdu, mais je pense que j'ai un peu dévié. Enfin, j'ai senti que ça me pesait, ça, sur ma scolarité, sur ma personne. Tu vois. Heureusement, j'avais le sport, j'aurais pu mettre sport. Ouais, c'est vrai, natation. Natation, Très ouais. grand nageur. Et très, très grand amoureux de football, malgré des compétences moyennes dans ce domaine. Non, non, voilà, le sport, c'est la santé. D'ailleurs, j'étais en natation et j'ai arrêté parce que c'est un sport individuel et que le foot, ça génère autre chose. C'est un sport collectif, on gagne ensemble. Et puis voilà, donc vie de quartier, sport, tout ça. Donc Donc, là, tu nous as dit plusieurs choses. Dans Vie de quartier, tu as quand même dit quelque chose. Tu as dit des choses qu'on n'est pas censé voir. C'est quoi pour toi ce qu'on n'est pas censé voir? pour moi, un adolescent, il doit se focaliser sur sa scolarité, je sais pas, sur sa scolarité, sa vie, ses premiers amours peut-être, tu vois, ce genre de choses. Et moi, par exemple, sans que ça me touche forcément, j'étais dans des lycées où il y avait beaucoup de violence. Ouais. Et quand tu as ces problématiques de quartier qui se passent soit devant toi, soit ça arrive à des potes à toi, et puis voilà, ben, tu te dis, ben, on vient pas en cours pour ça. Qu'à un moment donné, tu peux pas te concentrer sur toi si tu te sens pas en sécurité, par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est aussi c'est peut-être pour ça finalement que j'ai créé une structure associative derrière. C'est même pour ça, parce que du coup, je trouvais ça intolérable. Que j'ai créé une structure derrière. Mais en fait, on ne vient pas au lycée pour se dire je vais me faire tabasser, donc je vais avec un marteau, c'est ce genre de choses. Et toi, là-bas, c'était pas dans ce type d'histoire, mais le fait que ça touche tes amis, bah, du coup, t'étais. Bah, tu aimes, enfin, sans, voilà. En fait, je pense que quand tu habites en Seine-Saint-Denis, tu es confronté à un moment donné. Donc, j'y suis pas, mais tu y es aussi. Je veux pas. On y est tous, en fait. Tu vois, c'est pas. On y est tous. Tu as des amis, tu les défends. Voilà. Même si je suis pas un voyou, je suis comme tout le monde. Tu y es pas. La question, elle est qu'à un moment donné, quand tu vas en cours, certaines personnes que je connais, voilà, tu as des gens, ils se sentent pas en sécurité, etc. Donc, moi, pour moi, ça m'a touché. Ce qui fait que, en grandissant, avec le temps, ben, du coup, ça fait aller vers l'étape d'après, c'est la création d'une association qui faisait pas mal de médiation. Bah, d'ailleurs, tu peux nous en dire plus sur la. Déjà, comment elle était venue? Donc, tu nous as dit un petit peu, hein, la création de cette association, c'est bah, par rapport à ton vécu avant, donc dans la vie de quartier. Voilà, mais en fait, disons que les problématiques que les petits frères rencontraient, je trouvais pas ça, ça m'affectait un peu. Donc à un moment donné, je suis tombé sur un ami à moi, quelqu'un qui est devenu mon ami d'ailleurs, Ok. qui ne l'était pas, qui m'a montré qu'on pouvait changer les choses de manière officielle. Donc il m'a aidé à créer une structure. Donc on essayait de faire de la médiation, ce genre de choses, de l'aide aux devoirs, d'expliquer aux gens qu'ils pouvaient réussir, que T'avais quel âge à cette époque-là? je devais avoir 24-25 ans. Donc Ok. j'avais déjà... Non, même pas, parce que j'étais à l'université encore. 23 ans, je disais. Et ça, c'est un appel que tu as ressenti en toi, de le fait d'aller, de devoir aider les autres? En fait, je le faisais déjà. Mais il y a une différence entre aider des gamins sur une table de ping-pong Ouais. à faire leurs devoirs ou alors dans une salle. Donc à un moment donné, quand on m'a expliqué que je pouvais le faire et qu'en mairie, ils ont vu que c'est l'orientation que je voulais prendre et qu'il y avait des besoins à ce niveau-là, bah, ils m'ont facilité. Et puis voilà, c'est bien passé. Donc ils m'ont donné des locaux, un budget. Puis on a essayé d'aider les jeunes comme on pouvait, avec plus ou moins de réussite, beaucoup d'échecs, malheureusement.
parce qu'on ne peut pas. Donc l'association, elle se prénomme comment? Jeunesse Petit Drancy. Donc là, ça fait combien d'années là que Ça tu va faire réclames? 10, 11 ans. Et elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Ok. Avec, un peu différente. Je travaille plus avec les enfants. En fait, Donc là, l'orientation que tu avais prise à la base, c'était pour aider les adolescents? pour aider les ados, etc. Et puis pour être totalement transparent, je me suis rendu compte que j'ai pas vocation à essayer de changer. En fait, on peut pas aider les gens qui veulent pas forcément s'aider. Mm. Et on a tous des modèles. Et les adolescents, malheureusement, ils ont parfois des modèles qui sont pas les bons. Euh, voilà, le stéréotype du modèle de quartier, genre, quand on écoute un peu de rap, on voit que c'est un peu le truc, genre, un peu bandit, un peu ci, un peu ça. Et on peut malheureusement pas aider les gens qui veulent pas s'aider. Donc ma porte elle est ouverte pour toute personne qui a besoin d'aide. Et pour c'est grave ce que je vais dire, hein, mais en tout cas je l'assume. Pour toute autre personne qui a d'autres projections de vie, bon bah elle vivra sa vie et le jour ma porte sera toujours ouverte. Mais il faut que la personne soit prête. Voilà, je j'ai pas vocation avec ce que j'ai en main. Excuse-moi. Avec ce que j'ai en main, je peux pas aider ces gens-là. Par contre, ma porte elle est ouverte. Je préfère aider les plus jeunes. Donc maintenant, on travaille beaucoup avec les primaires et les collèges. Je trouve que c'est important de traiter à cet âge-là directement. Bah, tu vois, c'est comme si je te disais, j'ai un litre d'eau. Je peux peut-être pas abreuver quelqu'un qui meurt de soif, mais je peux abreuver toute personne qui a soif et qui veut boire un tout petit peu. Donc, je travaille, c'est pas mon travail. Si quelqu'un vient me voir, je l'aide. Si quelqu'un vient nous voir, parce que du coup, je ne suis pas seul. Si quelqu'un vient nous voir, je l'aide. Maintenant, les enfants comprennent tôt et les parents ils sont derrière, qui ont soit besoin d'aide, on les aide aussi. Je ne me focalise pas que sur les personnes qui ont une attitude qu'on qualifierait de déviante, mais disons que j'essaie d'être là pour toute personne qui en demande et ça commence parfois tôt. Et malheureusement, j'ai essayé de travailler avec les gens qui ont des comportements, euh, voilà, les petits voyous, les petites frappes, si on peut parler comme ça. Mais j'aime pas trop dire ça parce que ça qualifie les gens et pas les actes. Et c'est pas du tout correct. Mais maintenant, je crois que je me suis un peu plus endurci. Si quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Sinon, vis ta vie et puis on assume tous. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Il y a ce que les choses elles sont et puis c'est tout. Bon, quand même, on voit un jeune homme de 24-25 ans qui crée l'association pour aider les gens. Donc ça, c'est une belle initiative. Tu parlais d'échecs, beaucoup d'échecs même, tu as mentionné. Moi, je le vivais comme un échec. Tu peux nous en dire plus? Ben, tu vois, quand tu suis des jeunes que t'aimes comme des petits frères et puis que t'en vois certains sans être dans l'excès, ça arrive partout, hein, qui vont en prison, t'en as d'autres qui finissent pas très bien, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr. Ou même, ça c'est un truc qui m'affecte beaucoup, malheureusement plus les petites que les petits, je crois. Les petites qui finissent mal, ou, bah, du coup je le vis comme un échec. Et à mon Tu le échelle vis comme un échec parce que tu as personnelle. une part de responsabilité selon toi dans ça? Non, pas parce que j'ai une part de responsabilité, parce que je ne suis pas responsable. Ou alors on est tous responsables les uns des autres. Mais je dirais plus parce que c'était important pour moi et parce que c'est un objectif que je m'étais fixé. Pas par ego, mais par envie d'aider les gens en fait. Mais on a tous des voiles devant les yeux et parfois on a envie de retirer les voiles des autres et à supposer qu'on en est moins, enfin, qu'on ait le regard moins voilé soi-même. Mais c'est compliqué. C'est moi, modestement, je j'ai plus la prétention de pouvoir changer beaucoup de choses, ou alors il faudrait faire de la politique, ce qui n'est pas ma vocation actuellement. Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, hein, c'est un problème politique d'abord. Les problématiques que, par exemple, on Ouais, rencontre. ouais. Clairement, ça veut dire que si on tente rien, on réussit rien. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont tentées. Donc, c'est des problèmes de politique. Pour moi, c'est un problème politique et c'est pas aux associations d'essayer de trouver des solutions. Les associations, elles sont là pour aider. Ouais. Mais pour moi, c'est d'abord un problème politique. Donc pour toi, ça se passe plus haut. Tu sais, on peut essayer d'empêcher un vase de déborder, mais à un moment donné, il faut peut-être couper l'eau. Belle analogie. Si on tente rien, on n'arrivera à rien. Et moi, de mon côté, je peux pas payer. Tu sais, même en associatif, je vais te dire, des fois, tu as des gens qui viennent te dire est-ce que enfin, tu peux héberger telle personne, elle est en galère, qu'est-ce que je fais moi?
l'héberge dans la sauce ou pas. Une fois, j'ai hébergé un jeune, il m'a ramené du shit. Ouais. On fait quoi? C'est vrai que c'est. Et comme je suis le président de l'association, c'est moi qui dis oui ou non. Mais ça m'est arrivé aussi d'avoir une dame avec, on me dit voilà, une dame avec son gosse, elle a été expulsée, ben, qu'est-ce que je fais? Je l'héberge ou pas? Et du coup, je l'héberge combien de temps? Tu vois, du coup, comme tu es plus exposé à ce genre de choses, Comment tu prends les décisions comme ça? Des décisions quand même qui sont assez importantes, puisque là tu parles d'une mère avec son fils. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Puisque là, de l'extérieur, on pourrait tous dire, ouais, on l'héberge, ça paraît facile, mais ben, tu relativises, hein, c'est ce que je te dis. Si on peut aider, on aide. Mais des fois, je sais pas. est-ce que En c'est le plus, rôle d'une association comme la tienne? Est-ce que c'est son rôle d'héberger les gens qui sont expulsés? non, mais moi je suis là. Et la problématique, on me la met en face. Donc à un moment donné, quoi qu'il arrive, que ce soit mon rôle ou pas, on peut se cacher derrière ça. Euh, mais les décisions, c'est toi qui les prends. Et donc à la fin, chacun se retrouve face à son miroir. Et puis c'est tout. C'est tout. Ok. Je sais Et pas ce que j'ai écrit ici. là, tu as écrit arrêt. Arrêt des études. Ah oui, exact, oui. Donc là, attends, ouais, c'est vrai qu'on a avancé un peu vite. Donc là, tu as parlé de la vie de quartier et on a parlé de l'association. Mais entre ces deux éléments-là, il y a eu l'arrêt des études. Donc tu as eu ton bac S. Ouais. Ensuite, je savais pas trop quoi faire. Pas du tout. Et j'ai eu un pote qui m'a dit, mon frère, il a fait de l'économie, ben, viens, on y va. Et je me suis dit, bah, quitte à savoir pas quoi faire, autant le faire à deux. Donc du coup, j'ai suivi mon pote, donc j'ai été à la fac, on m'avait envoyé à Villetaneuse, et moi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie de voir autre chose. Donc j'avais postulé à Paris 1, à la Sorbonne, on m'avait refusé. Donc du coup, j'ai refait une demande où j'ai dit que j'habitais à Paris, donc j'ai trouvé une adresse. Et là, on m'a accepté. Ah, tu savais que ça, l'adresse que tu avais Ouais, c'est jouait sur. centralisé, mais à un moment donné, je voulais voir autre chose. Ok. Enfin, je sais pas si on dit sectorisé, excuse-moi. Sectorisé, ok. Donc du coup, j'étais là-bas. C'était un peu différent. Je sentais bien que socialement, c'était pas Donc là, très attends, différent. t'as fait une année à Villetaneuse, c'est ça? Non, non, j'ai demandé. Avant même de le faire, t'as voulu changer de secteur Ouais, directement. ouais, je voulais, Ok. j'en avais marre des épreuves. Donc tu te retrouves à la Sorbonne. Voilà. Ok. Donc c'était pas ce qu'on pensait, hein. C'était voilà, c'est comme partout finalement, mais ça m'a fait du bien parce que aussi Donc on pense quoi déjà de base? Peut-être. au début t'es un peu entre guillemets complexé parce que tu penses qu'à Paris ils sont mieux formés, que tout se passe bien, D'accord. etc. Et puis ensuite tu les vois et finalement on est tous pareils. Voilà. Là, on pourrait dire que. Est-ce que tu avais un complexe d'infériorité par rapport aux autres? Non, parce que je mets personne au-dessus de moi. C'est sans aucune arrogance. Si quelqu'un est bien, ben, j'essaie de lui ressembler dans les domaines où il m'est supérieur, mais pas de complexe. Au contraire, fier d'être banlieusard. Vraiment, vraiment. Et du coup, tu dis qu'il y avait une image parisienne qui Ouais, mais t'as finalement. l'impression que les lycées, etc., ils sont mieux Ouais. formés, on s'occupe mieux d'eux. Moi, la première fois que j'ai passé mon bac, je l'ai passé 2 fois. On avait un taux de réussite au bac à 40%, tu vois. Ouais, qui est Quand tu vois que les relativement. moyennes nationales, elles sont à 80, et que nous, si on arrive à 70, on est content, bah, tu comprends assez rapidement qu'on n'a pas, soit pas les mêmes moyens, soit, en tout cas, il y a un problème. Et je crois que par curiosité, j'avais regardé le classement des lycées en scientifique, Ouais. section scientifique. Il y avait 1400, je sais pas combien de lycées, et je crois que tu avais les 3 quarts des lycées du 93 qui étaient entre le 1400 et le 1400, je sais pas combien. Donc à un D'accord, ouais. moment donné, tu te dis, Ok, c'est énorme. Ouais. bon, bah, je suis pas le seul à avoir été curieux, mais personne ne change rien. Donc à un moment donné, on a un problème. Si c'est isolé, je veux bien, mais là, on dirait que c'est un problème de société. Enfin bref, finalement non, j'ai été là-bas et puis j'ai été jusqu'en bac plus 4. Donc Donc tu as validé la licence en économie, tout? en économie. Ouais. Ok. La quatrième année, je ne me voyais pas travailler dans une banque. Je faisais de l'éco-gestion et ça commençait à me saouler sérieusement. Et du coup, attends, juste avant, les 3 premières années, tu les as vécues assez bien? C'était facile pour toi les cours? Je- ouais, j'avais voilà, tout ce qui est matière mathématiques, etc. Comme je sortais de S, ça se Ouais, passait ça va, bien. t'étais bien. Et j'ai jamais été vraiment le plus sérieux. J'ai toujours eu des bonnes notes où je calculais en fait. Même si j'avais des mauvaises notes, je faisais des calculs.
Ouais, tu savais que Ouais, si t'as 5 ici, pour passer le faut semestre, t'as 15 tu là-bas. savais Et puis... exactement. Et au niveau des amis, je sais pas, tu t'es fait des amis peut-être? Ouais, et puis jusqu'à aujourd'hui, on se voit. Donc, Ok, je parce pense que le changement parfois d'université peut, enfin de secteur, t'as des gens de partout, mais tu te rends compte que finalement, les gens se retrouvent. donc finalement tu te retrouves avec des gens. Soit des gens comme ça, soit en fait, je trouve qu'à l'époque c'était peut-être un peu plus communautaire que maintenant, même si on ne doit pas parler Ouais. de communauté de race entre guillemets, c'était finalement on se retrouve avec les gens qui nous ressemblent. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui me ressemblaient moins, mais on ne restait pas, donc il n'y a pas de. Mais bon, après, c'est pas une grande école, hein, c'est une université, donc voilà, ça m'a fait du bien de voir comment ça se passe ailleurs, parce que c'est ce que j'étais venu chercher. Il y a des choses que je comprenais pas. Et Comme? ben, en fait, je pense que au lycée, on est encore un peu dans l'entre-soi. À l'université, tu peux plus. Mais tout le monde, hein, on est comme ça, on se rapproche des gens qui nous ressemblent. Que ce soit dans la vie, que ce Ouais, soit les amis, tu vois. Et du coup, tu vois des gens qui sont un peu différents. Même le système universitaire, c'est assez particulier, tu vois. Donc voilà. Mais j'étais pas non plus, je faisais pas non plus tous les efforts qu'il fallait. Mais non, non, ça s'est très 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 bien passé. Jusque la quatrième année, à un moment donné, ça me saoulait, je me voyais pas là-dedans, je savais plus pourquoi je faisais ça. Et donc la quatrième année, j'ai pas fait tous mes examens, donc j'ai retapé la quatrième année. Et cette quatrième année, quand je reprends, j'étais à mi-temps, j'étais sauveteur ok. à la piscine de Boulogne. Du coup, natation, sauveteur, j'étais tranquille. Ça me permettait de trouver du travail parce que pour être franc, c'était compliqué de trouver du travail. Très très compliqué, même en intérim, tout ça. Pourtant, on y allait, hein. Intérim de nuit, Tu des dis on y inventaires. allait, t'étais avec. Ouais, avec des potes, tout le temps, on voulait tout le temps bosser. C'était s'il fallait faire des inventaires à Ah oui, Auchan le c'est soir, déterminé, déterminé. déterminer Disneyland. Et qu'est-ce qui fait que c'était difficile? C'était quoi? Il n'y avait pas d'emploi ou c'était le profil? Sincèrement, je pense que quand t'es. Après, je suis pas du genre de personne qui se victimise ou quoi, mais, Ouais, si mais c'est je un pense. fait. Si c'est un Voilà, fait. pour moi, c'est pas un fait, c'est un ressenti. Quand t'es un rebeu, c'est plus compliqué de trouver du travail. Ok. Même du travail comme ça. T'as pas forcément des pistons. Moi, je trouve que c'est Non, un mais peu c'est compliqué. intéressant Moi, ce je que l'ai tu évoques vécu parce comme ça que personnellement, il y tu vois. a peut-être des jeunes qui nous écoutent et peut-être qu'ils vont se Mais tu vois, les trucs comme retrouver dans ce. Academia, tout ça, là. Ouais. Ben, moi, je comprenais pas pourquoi, en étant président associatif, il- on m'embauche pas. Alors que j'avais envoyé une copine là-bas, elle leur a dit clairement, j'ai pas d'expérience, et elle est prise sur place. Et ensuite, j'ai un ami à moi qui travaille là-bas qui m'a dit, écoute, Rebeu 93, on m'embauche pas. C'était un Rebeu, du 92. Ok. Tu vois, donc à un moment donné, ça c'est des trucs, quand Ah, t'es jeune, en plus c'est ça, révoltant, pour le coup, là, tu c'est peux un vite fait. partir en vrille, tu vois. Ok. Mais je dis pas que c'est tout le monde, hein. Et encore une fois, je suis pas une victime et j'aime pas qu'on se compare comme ça, mais c'est aussi dur. Moi, heureusement, ma mère elle m'a poussé à faire le diplôme de sauveteur qui fait que j'ai toujours travaillé pendant mes études. Mais sinon, Ah, c'est ta mère qui t'a poussé à faire ça? ouais, 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 ma mère elle m'a dit va le passer, etc. T'étais pas emballé à la base? C'est pas que j'étais pas emballé, mais je voyais pas trop les enjeux en fait. Et puis Ok. elle m'a dit il y a du travail, etc. Et puis le milieu des sauveteurs, c'est quand même un milieu, c'est comme le milieu des auto-écoles où il n'y a pas de racisme, il n'y a pas tout ça. Tu Et vois. ta mère le savait ça? Est-ce qu'elle le savait? Je sais pas, mais en tout cas, elle a flairé le truc et elle m'a dit la natation pour toi c'est facile, fais-le. Je connais des gens qui l'ont fait avec qui je faisais natation à D'accord, l'époque. ok. Et puis voilà, donc à l'époque j'étais à la piscine de Boulogne, donc je faisais un mi-temps. À mi-temps j'étais en formation pour devenir Enseignant de la conduite? enseignant de la conduite. Donc un autre mi-temps je venais juste de créer mon association. Ah Et un autre ouais. mi-temps j'étais encore à la fac, donc ça fait Là, 4 t'étais à mi-temps. plein régime. Là. J'étais plus à plein régime, c'était pas possible. Donc j'ai sacrifié quelque chose et du coup j'ai sacrifié les études. T'as dû renoncer à quelque chose. Ouais. Mais les études, j'étais sur ma fin, hein, donc Ouais, t'avais. c'était quasiment terminé. Voilà. Ok. Donc à la fin, j'ai arrêté les études, je me suis concentré sur ma formation, sur mon travail, sur l'association. Au début, je pensais vraiment essayer de changer les choses en associatif, essayer d'améliorer la vie des jeunes pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous, excuse-moi. Et puis voilà, j'avais ce besoin d'aider, d'apporter, de servir d'exemple. Quand tu dis les mêmes erreurs que nous,
Ouais. Là, on voit que tu avais quand même t'as cette volonté de montrer l'exemple, en fait, de dire, ouais, on a fait des erreurs et vous ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Mais quand tu dis erreur, c'est quoi le type d'erreur? Si tu peux nous donner un exemple. Ben, de se tromper d'objectif, en fait, c'est pas tellement des erreurs, parce que quand tu es un adolescent, tu vis comme un adolescent. Mais du coup, le fait de ne pas être concentré dans ses études, de ne pas se poser les bonnes questions parfois, donc finalement, qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Ouais, c'est vrai. Tu vois, on ne se pose pas ces questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ben, j'en sais rien. Se poser les bonnes questions et aller, bah, ça va d'exemples, les écouter. Mais tu vois, toi, quand tu dis erreur, moi, quand tu lis on regarde ton parcours et quand tu l'évoques jusqu'à présent, bah, tu as eu un parcours très bien. Tu es parti, t'as eu, enfin, après, très bien, en tout cas, au niveau études. Tu as eu ton bac S, tu es parti à la fac, tu as décroché ta licence. Et malgré ça, on sent que, je sais pas, tu parles d'erreur. Non, en fait, c'est pas ça, c'est dans le ressenti en fait. Pour moi, je pouvais plus. Alors, si je pouvais pas plus, j'aurais pu me concentrer plus, mais à un moment donné, Et tu pouvais plus dans quoi? Dans les études? Ou dans autre chose? mais dans ce qui m'aurait permis d'être pleinement en paix. Mais après, ça fait partie de soi, tu vois. Ok. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ton histoire. Donc il y avait une partie de toi qui, enfin, Faut t'étais te pas comprendre en fait totalement en paix. comment tu te construis en tant qu'homme, en tant Ouais. qu'individu, vers quoi il faut s'orienter. Toi, t'as été orienté vers l'enseignement, et puis vers les sciences humaines aussi. À un moment donné, je pense que tu t'es dit, je peux me permettre, hein, Hmm. euh, voilà, c'est la voie qui me convient. Et c'est un arbitrage entre, en tout cas pour moi, entre financièrement, il faut que je me retrouve, Ouais. et en tant qu'homme et humainement, il faut que je me retrouve aussi. Et après, des fois, quand tu es mieux payé, ben, tu te dis, bon, si c'est un peu plus désagréable, c'est pas grave parce que tu es mieux payé. Alors, si tu kiffes un peu plus, tu peux renoncer à être mieux payé. Malheureusement, aujourd'hui, vu le prix de l'immobilier, personne ne renonce à être mieux payé, tu vois. Bien Mais sûr. ce que je veux dire, c'est toujours un arbitrage. Et je sais même pas pourquoi je te dis ça, en fait. Entre ce que tu aimes et l'aspect financier, c'est ça? Je pense. Ok. Et ça, c'est quand tu réfléchis. Et tu penses que pour un gars qui vient d'un quartier, l'aspect financier peut prendre parfois le dessus sur les valeurs, sur ce que tu aimes? Moi, je pense que parfois, c'est pas quand tu viens de quartier, mais quand tu connais et respectes un peu les codes de quartier. D'ailleurs, c'est peut-être la même chose dans d'autres milieux, sauf que c'est des milieux que je connais un peu moins. D'accord, ouais, Peut-être. c'est normal, tu parles de ce que tu connais. Mais je dirais qu'on a les codes de là où on vient. Et les codes de quartier, ça peut aussi être je veux tout tout de suite, tu vois. Alors que c'est pas comme ça qu'on se construit. Tu vois, j'avais lu une fois un article qui parlait de la réussite par le sport. Ouais. Et que finalement, c'était un mythe, en tout cas aux États-Unis, pour la population nord-américaine, parce que ceux qui arrivaient à réussir, c'était souvent des enfants de gens qui étaient entraîneurs, etc. Mais les codes de la rue là-bas, c'était je veux tout tout de suite, je suis individuel. Et ça marche pas. Tu vois, Mbappé, c'est Mbappé parce que le papa, il était entraîneur. Et t'en as beaucoup qui sont dans ce cas de figure. Ok. Donc maintenant, si je prends ça et que je le rapporte un peu à ce que tu vois dans la vie de tous les jours, euh, ça c'est mon opinion, en tout cas mon interprétation jusqu'à ce que j'en trouve une meilleure. Euh, Si t'as pas les bons codes, tu t'en sors pas. Tu vois, si tu veux tout tout de suite. Moi, je vois des jeunes de mon quartier, tu vois, je veux tout tout de suite. Sauf que moi, ça m'amuse pas. Tous les ans, je fais des formations, etc. Donc, on en a fait ensemble. Bien sûr. Tu es dans le sacrifice. Donc tu perds. Moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, quand je travaille pas, je perds de l'argent. Et la formation, elle est parfois payante. Et parfois, il faut payer un loyer dans une ville qui a 300 km de Paris. Donc, à la fin, tu es bien à perte. Mais c'est pas grave. Tu À regardes perdre financièrement. Mais est-ce que financièrement. t'es pas en gain sur autre chose? Oui, parce que si tu le fais, c'est que tu trouves un gain. Bien sûr. Mais tu vois, tu as dit quelque chose d'intéressant parce que tu m'as repris. Alors que moi, je reprends les autres et je leur dis la même chose. Tu vois ce Oui, que je veux je dire? vois exactement ce Et que tu veux dire. si t'as pas les bons codes, tu t'en sors pas. C'est comme si tu joues au foot, tu prends la balle à la main, tu cours, à un moment donné, on va t'arrêter, on va te dire, c'est pas comme ça qu'on joue. Ou alors tu joues pas avec nous. Et là, compliqué. Je sais même pas pourquoi on dit ça, finalement. C'était quoi la question, mais Non, on était sur ton. Bah là, tu parlais du moment où tu devais jongler entre tout et que tu as dû renoncer à quelque chose puisque c'était impossible voilà. au niveau de ton emploi du temps de C'était tout pas faire. possible. C'était pas possible. Mais d'un autre côté, j'avais renoncé au cours. Je m'y retrouvais pas, ni dans le travail, ni dans l'endroit, ni. Voilà. Après, j'ai rencontré plein de gens.
c'était bien, même jusqu'à aujourd'hui, hein, je suis encore en contact avec eux, donc c'est très bien. Et ce côté justement entrepreneur là, d'entreprendre plein de choses, tu l'as eu dès le plus jeune âge ou c'est venu avec le temps? C'est une bonne question. Et pour être franc, je sais pas. Naturellement, je dirais que j'ai toujours vu mon père, pas à son âme, en tant qu'entreprendre des choses. Mon père, il était gérant d'une auto-école, c'est comme ça que j'ai fini dans le D'accord, métier. ok. Il était aussi président d'une équipe de foot, joueur. Ah, Il était un peu entre guillemets en politique, enfin je vais pas dire en politique, mais il était proche du consulat tunisien, etc. Et j'ai toujours vu mon père, en tout cas sans qu'il le fasse voir, mais se positionner en tant que leader. Je crois qu'on essaie de reproduire les choses qu'on voit, donc voilà. Mais pour moi, il faut y aller. Il faut y aller quand on a envie de faire quelque chose et puis on ne regrette pas. Même si on peut avoir peur, ça peut faire peur. ouais, justement pour les jeunes qui nous écoutent là, et même les plus vieux, hein, je ne sais pas pourquoi je dis les jeunes, mais c'est vrai que souvent on a des envies, enfin il y a des envies et on franchit pas le pas. Et toi, quelque part, dans plein d'exemples que tu nous as donnés, tu franchis le pas. Tu t'entreprends en fait, par exemple, de créer une association, c'est une idée, mais tu as quand même franchi le pas. Tu as arrêté les études, tu vois, tu prends des décisions. Et justement, quelle est ta méthode, qu'est-ce qui te fait justement faire finalement? Parce que souvent on a des idées et on ne les fait pas. Et qu'est-ce qui fait que toi tu les fais? Franchement, c'est que je ne me pose pas ces questions. Euh, je vais te donner un exemple. Euh, Tu le sais, hein, je suis en train de créer une structure Bien sûr. pour le travail, euh, un centre de formation. Et en fait, dans les grandes lignes, je suis dans le calcul, sinon j'y vais. Voilà. Je ne me pose pas de questions, je ne sais pas faire, on trouvera une solution. Et j'ai envie de te dire, des fois, même si le travail associatif, pour moi, il était, avec du recul, il est très pesant. Très, 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 très pesant. J'ai eu des périodes où je devais gérer pas mal de choses seul et c'est presque, ça rend presque malheureux. En tout cas, tu développes des compétences. Tu agis dans l'urgence, tu fais des choses, etc. Donc peut-être qu'en agissant parfois de manière altruiste, on finit Ouais. par développer des compétences soi-même. Et je pense que si j'avais pas été aussi altruiste, je m'en sortirais pas dans le reste. Mais finalement, je me pose pas de questions, j'y vais, j'accepte. J'espère que ça va réussir et j'accepte les échecs. Et si ça se passe mal, on recommence, en mieux, mais pas d'ego. Voilà. Et peut-être là l'idée, ouais. Accepter l'acceptation des échecs si c'en est un. Parce qu'on Si appelle on ça a, échec, ouais, tu exact, vois, on appelle ça c'est pas échec. le bon terme. T'as raison. Mais c'est vrai qu'on est, tu sais, avec l'émergence des réseaux sociaux, on voit tout est beau, tout est bien, on visualise souvent la réussite, mais là, ce que tu dis, c'est que entreprends et on verra. Et Moi, derrière c'est chaque comme mal ça se que cache du bien, quoi qu'il arrive. on cherchera la solution, mais tu sais, il y a un proverbe qui dit l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le perfectionniste. À un Mm. moment donné, on ne peut pas tout gérer, il faut l'accepter, on se lance. Et puis, je connais beaucoup de gens bien s'entourer. Je connais beaucoup de Ouais. gens qui ont fait beaucoup mieux que moi, ou qui ont fait des choses tout simplement. Et, euh, et quand on est entouré de gens qui réussissent, ben, ça donne envie d'essayer des choses. Moi, quand j'ai aujourd'hui repris les études, j'ai été conseillé par un formateur que tu connais bien, Ouais. qui m'a tout simplement dit, alors qu'il a, je sais pas quel âge il a, 56, je pense. 56, qui lui, de temps en temps, reprend les études comme ça, je sais pas pourquoi. Vas-y, si tu veux le faire, vas-y. Au début, voilà, aujourd'hui, je suis en troisième année de psychologie à la Psychologie, fac, exact. parce qu'il y a 4 ans, il m'a dit, bah, vas-y. Donc, des fois, on a juste besoin de se... D'avoir une sorte de, peut-être pas mentor, mais quelqu'un qui t'encourage, qui te dit vas-y, fais. Voilà. Quelqu'un qui dit, écoute, je le fais, fais-le. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec mes élèves. Donc tu veux le faire, fais-le. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas, tu auras plus des choses. En tout cas, tu n'auras rien à regretter. Fonce, fais-le. Ok, bah merci à toi d'avoir éclairé sur cet aspect-là. Et du coup, si on continue dans ta ligne de vie, on voit que tu as positionné assez haut un voyage. Un voyage, oui. Après avoir fait une assos, etc., et après avoir travaillé, peut-être, entre-temps, j'ai fait ma formation en sciences de la conduite.
crois que j'avais travaillé 6-7 ans, etc. J'avais besoin d'autre chose. Mhm. Et il y a une cause qui me tenait à cœur, c'était la cause palestinienne. Ok. Et puis j'avais envie d'aller voir par moi-même. Et puis voilà, donc j'ai commencé à chercher une structure qui ressemble à la mienne, travailler avec les enfants, etc. Et je suis tombé par hasard, non pas par hasard, parce que je l'ai recherché quand même, mais je suis tombé sur une assoce, c'était écrit en anglais, etc., qui travaille avec les enfants et qui faisait la même chose que moi. Donc ils donnaient des cours dans les camps de réfugiés, dans les universités, des cours de musique, des cours de sport. Et puis il y avait des personnes qui étaient parties du monde entier. Sauf que c'était en Palestine que ça se C'était en faisait. Palestine, Ok. à Naplouse. Et avec des témoignages des gens que je trouvais. Ils avaient l'air en paix et je les trouvais beaux en fait. Beaux et D'accord. belles surtout. Mhm. Et puis voilà, je me suis dit, bah, c'est ça le truc. Et donc du coup, j'ai envoyé un courrier, j'ai envoyé mon CV, sérieusement, comme si c'était le métier de ma vie. En tout cas, à ce moment-là, ça m'impressionnait beaucoup. Non pas que ça m'impressionne plus, mais maintenant je sais ce qu'il y a. Donc Ouais, le c'est. président, c'est un ami à moi. Quand il vient à Paris, il est chez moi, donc il n'y a pas de. Et puis voilà, donc j'ai fait mon entretien à distance avec la petite chemise comme ça, je regardais qu'il y avait rien derrière, et puis je me suis rendu compte C'était que ici? c'était à l'auto-école. À l'auto-école. À l'auto-école. Et donc j'avais un peu la pression, etc. Je lui parle, et puis à un moment donné, il me dit, t'habites où? Je dis, bah, j'habite à Drancy. Il me dit, ah, bah, j'habite à Place des Fêtes, en anglais. Place des Fêtes, c'est dans le 19, hein. Ok, donc tu parles anglais? Un peu, Ok. un peu, on va pas se mouiller. Et je me rends compte qu'il habite à Paris, le président, parce qu'il était marié, il est marié, il était marié avec une Française. Ok. Et donc il avait son gosse, etc. Et puis du coup je discute avec lui et on enchaîne en français, etc. Donc à ce moment-là, je crois qu'il se passe, il y a la guerre à Gaza. Ok. Donc moi par rapport à mes parents, etc. Je ne voulais pas les inquiéter, j'ai reculé mon voyage. Donc on se voyait souvent, etc. Ce qui fait que quand j'ai été, ben, j'ai été accueilli comme l'ami du président, etc. Entre guillemets, donc on m'a bien accueilli, etc. Donc t'es parti combien de temps là-bas? Je suis parti pas longtemps, je suis parti un mois, mais pour moi c'était. Pas longtemps, un mois, ça reste quand même une. Ouais. Ça aurait pu être plus, la plupart des gens ils restent 3 mois. D'accord, ok. Mais du coup, j'ai donné des cours de français, des cours d'anglais, T'as gardé cette posture d'enseignant? ouais, des cours de sport. C'était pas prévu ça. Ouais, mais pas un sportif, donc ça le fait. Ouais, j'étais. Et voilà, c'était des rencontres mémorables, des discussions extraordinaires. Euh, je me souviens de tout en fait. Là encore là, Ouais, je vois. clairement, même des gens qui étaient avec moi. Même les intervenants, quand ils viennent à Paris, ils sont les bienvenus, même si maintenant ça commence à dater, mais en fait, on vient chercher quelque chose qu'on partage là-bas, et puis il y a des choses qu'on trouve merveilleuses, et d'autres choses qu'on trouve très, très tristes, et très, très tristes, et quand on sait qu'il n'y a pas d'issue, c'est un peu compliqué. Puis des fois, tu parles, tu sais, à un moment donné, j'étais prof de français à la fac, et donc j'avais un groupe de personnes qui faisaient du français en première et en troisième année. Troisième année, c'était plus intéressant parce qu'ils étaient bilingues et du coup, c'était la première fois que j'avais l'opportunité de discuter avec des nanas, moi et mon pote, tu vois. Et on parlait de tout et de rien et du coup, je me souviens qu'on avait des discussions très, très, très profondes. Et puis voilà, tu vois des choses extraordinaires, dans le positif ou dans le négatif. À Jérusalem, par exemple, bah, je crois que je m'étais fait tirer dessus en regardant par la fenêtre. Bon, c'était des balles en caoutchouc, mais il y a puis un mec qui s'était fait buter en bas de chez moi. En T'as fait, vu ça de tes propres yeux? non, j'ai entendu. Je me suis réveillé dans des coups de feu, j'ai regardé par la fenêtre, après j'ai vu ma fenêtre. Le carreau il s'est brisé, et puis là j'ai compris que j'étais pas à Drancy en fait, tu vois. Ok. Que j'étais pas chez moi. Et ça, tu t'en étais pas rendu compte avant? Par exemple, dans En la fait, j'avais journée. pas peur, moi dans ma tête, c'est quand tu fais un voyage comme ça, au début tu te dis, bah, tu te prépares mentalement. J'avais même menti à mes parents pour pas les inquiéter sur ma destination, tu vois. T'avais dit que t'allais où? J'ai au Cambodge, je crois, au Vietnam, un truc comme ça. Et moi, le pire, c'est que je filmais. Donc, pour l'anecdote, j'ai envoyé la vidéo à un pote à moi. Et le week-end d'après, il a eu un mariage. Et donc, du coup, il le dit à mon frère. Et mon frère, quand il voit la vidéo, il m'a dit, je suis désolé, je dis à ton frère, il est devenu bleu. Mais ça fait partie de leur vie. En fait, c'est malheureux de se rendre compte que finalement. Et puis, voilà, j'avais une camarade qui était prof là-bas aussi, mais qui était une palestinienne.
j'ai beaucoup ça. Qui m'avait dit que son cousin il s'était mangé une balle dans le foie, tu vois, c'est. Et c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas la guerre tous les jours, mais en fait, c'est pas une guerre, c'est des gamins qui tous les vendredis vont se révolter parce que c'est des ados en jetant quelques petits cailloux sur des soldats qui se font allumer, et puis il n'y a pas de guerre en fait, c'est vraiment une occupation. Et voilà, c'était quelque chose d'important pour moi, ça m'a fait comprendre plein de choses, et puis je suis revenu, je suis encore en contact avec eux. T'as compris quoi là-bas? La chance d'être en France déjà, dans un pays qui, malgré toutes ces problématiques, comme tout pays en France, est en sécurité, plus ou moins, déjà pour commencer. Tu t'en rendais pas compte avant ce voyage-là? Si, je m'en rendais compte, mais quand tu vois d'autres choses qui sont, d'autres problématiques qui sont un peu plus compliquées, tu te dis, bah mince, alors pour eux. Puis d'un autre côté, ils sont très heureux, et c'est ça qui est incroyable. Je me souviens avoir une discussion avec un prof en école, et puis on échange, et je lui dis, mais t'as l'air vraiment heureux dans ta vie, comment tu peux être heureux dans ces conditions? Et il m'a dit, mais peu importe les conditions, moi tu vois, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, je suis heureux, ça ne va pas m'empêcher de vivre, hein, on vit comme on vit. Donc, en fait, je pourrais même pas mettre des mots sur ce que. En fait, c'est une expérience de vie, comme toute expérience de Bien vie, sûr. et puis tu essaies d'en tirer le meilleur. Mais en tant que prof, j'ai rencontré plein de gens, énormément de gens, du monde entier, ne serait-ce que j'avais une sorte d'appart géant où je partageais ma vie avec 10 personnes qui venaient du Canada, des États-Unis. Qui faisait partie de l'association? Ouais, un Belge, une pote, tu vois, Karel. Il y avait tout en fait. Il y avait un Irlandais, il y avait un Portugais, il y avait. La richesse de toutes ces. Non, c'était un truc de dingue. Il y avait des Américains, il y avait. Je pourrais même pas te dire comme ça de tête, mais il y avait une Allemande, il y avait une Palestinienne du Canada, il y avait des gens qui venaient d'Amérique latine. Tu vois, et t'es là, tu manges avec tout le monde, tu discutes, et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout le monde vient pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui viennent de bled, je ne les connaissais même pas. Des pays de l'Est, hein. Et voilà, donc moi, humainement, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses, surtout que je me sentais voilà. Mais en fait, c'est pas un truc de ouf, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, mais en tant qu'homme, tu apprends et tu grandis selon tes expériences, à nous de diversifier nos expériences pour essayer de se rapprocher de nos vérités intrinsèques, on va dire, si je peux appeler ça comme ça. Et il y a eu un avant-après ce voyage ou pas? Non, parce que c'est fluide. Ouais, Ce serait grave qu'on soit. C'était dans la continuité de ce que tu avais entrepris. Ouais, mais c'était dans la continuité, mais en revenant, j'étais en paix avec ça. C'était quelque chose que je voulais faire. Tu vois. Donc je suis revenu tout de suite après. J'ai fait ma formation pour être formateur de moniteur. Ok. Non, même pas tout de suite après. Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait pendant un mois. Après, je suis revenu et puis ça m'a marqué quand même. Ça m'a pas mal marqué. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec. Je me souviens, celle-là, elle m'a sonné. On parlait de leur situation et de leur rapport avec les juifs, tu vois. Ok, ouais, bien sûr. Parce que eux, ils les nomment comme ça. Et je leur dis, ça finira bien par passer. Regardez la France et l'Algérie. La France et l'Algérie, c'est quand même 1 500 000 morts. Et aujourd'hui, il y a des Français qui vivent en Algérie, des Algériens qui vivent en France, et voilà, des couples mixtes. Donc, demain, ça pourra. Peut-être que dans une génération, l'histoire est finie en fait. Ouais. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais ça risque de passer. Ce qui s'est passé en Algérie, c'était pas joli. Moi, je suis pas algérien, hein, mais on connaît tous, je crois que c'est entre 800 000 et 1 500 000 morts. Donc, si aujourd'hui, les gens meurent, et puis ils partent avec leur haine et leur histoire, les générations qui arrivent, voilà, le vivent différemment. Donc, dans les médias, tout peut s'arranger, et puis. Et du coup, quand tu leur as exposé ça, J'ai compris moi-même à quel point ça devait être, c'était incroyable en fait. À quel point le fait de ne pas sauvegarder tous ces éléments, les sauvegarder dans l'histoire, mais pas la haine qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, tu leur dis ça et ah bon? Même s'il n'y a pas de haine en soi, tu vois, les gens, chacun veut vivre sa vie. Mais je me souviens que moi, ça m'avait marqué. Au point de me dire aujourd'hui, c'est du passé. Mais c'était peut-être pas le cas avant, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très bien. En fait, tout finit par passer. Les gens, ils partent avec leur histoire et les nouveaux, ils veulent. Avec le temps. Ouais. Ou alors ils font les mêmes erreurs. Parfois. Parfois. Parfois.
Voilà. Ok, donc tu es revenu de Palestine. Tu as réitéré ce voyage dans le futur ou c'était. Non, parce que j'ai pas trouvé le temps, parce qu'après j'ai enchaîné les formations, ce genre de choses. Mais ouais, je Ok. pourrais en fait, parce que tous les ans maintenant il y a un festival Mais là-bas. c'est une envie? C'est une envie ou plus forcément. Non, je dois le faire, parce que, excuse-moi, tous les ans je dis que je vais le faire. Et il y a un festival, le festival est organisé par eux, et puis j'ai des amis qui me proposent d'y aller. Donc, Pourquoi tu dis que tu dois le faire? bah, pourquoi pas? Mais dois, c'est un devoir, ça veut dire que Non, pas un devoir, mais comme de temps en temps, moi je suis d'origine tunisienne, je me dois d'y aller de temps en temps. Faut pas oublier d'où je viens. Si tu vas pas, tu oublieras d'où tu viens? Bah, si j'oublie pas, mes enfants ils oublieront. Ok. C'est c'est- 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 c'est fataliste, mais c'est vrai. Tu vois, aujourd'hui, toi tu es enfant de portugais de première génération, moi je suis enfant de tunisien de première génération. Euh, je peux me permettre, Oui, bien sûr, ta femme elle est, je crois, algérienne portugaise, c'est ça. donc déjà vous êtes dans le mixité. Exact. Moi je sais pas, tu vois. Mais donc du coup, tes enfants, il y aura forcément une perte identitaire, parleront moins bien portugais ou algérien. Et puis ton fils, il va se marier avec quelqu'un, etc. Donc on sera des enfants d'eux. Donc même si toi, tu conserves les valeurs de tes origines, on peut appeler ça comme ça, 3, 4 générations, tu pars au passé, hein, c'est fini. Et c'est important de garder justement ses racines, ses origines. Pour moi c'est important parce que dans mon identité et dans mes valeurs, c'est important. Parce que j'ai été éduqué par des parents d'origine tunisienne. Parce que mes valeurs, je puise mes valeurs de l'éducation de mes parents, sans renier que je suis français, en tout cas, il y a ce débat, tu vois. Moi, je suis de Rancéen, personne n'est de Rancéen plus que moi. Je crois que de Rancy, c'est en France. Donc, à partir de C'est là, vrai. ça a pas de- pour moi, être français, ça n'a pas de sens. Je suis de Rancéen, breton, il est breton, l'autre, on est tous dans le même pays, mais Bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, je suis plus proche de toi que d'un mec dans ma ville à Tunis. Enfin, en Tunisie, parce que je suis pas de Tunis. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, fax. je suis de Sfax. Mais je me sens plus proche de toi, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Tu comprends? Mm. Mais pour moi, c'est important. Ou alors peut-être demain de faire de l'associatif là-bas ou ce genre de choses. D'aider un peu. De rendre. Voilà. De rendre ce qu'ils ont donné, ce qu'ils t'ont donné ou ce qu'ils ont donné à tes parents. Comment ça? Bah, tu dis c'est important de rendre. De rendre à la Tunisie ou de rendre. Bah, la France, j'ai rendu déjà. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Donc, de rendre partout où tu peux rendre. D'arroser partout où il y a matière à arroser. Et je pense qu'actuellement, il y a pas mal de matière à arroser là-bas. Donc si j'en ai les moyens et le temps, de m'engager un peu ici et de le faire aussi un peu là-bas. Ok. Tant que ça nuit pas à ma santé. Tant que je respecte. Ton écologie. Voilà, c'est bien dit. Et du coup, donc, tu as enchaîné toutes ces formations. Donc, tu es devenu formateur, animateur, Mm. stage de récupération de points. Plus, tu as réentrepris tes études en psychologie. Voilà, pour l'instant. Ok. Et bah là, tu as mis un événement qui est dans les sommets. Le mariage de ta sœur. Ouais. C'était un événement important. Je l'ai mis dans les sommets, mais, euh, mais je pourrais pas te dire où est-ce que je le situe en fait. Pour moi, c'est important parce que la famille, c'est important. Mm. Même si c'est ma grande sœur, je je me sens responsable, tu vois. Donc, elle s'est mariée, elle est actuellement à Marseille, donc loin. J'ai la chance d'avoir un beau-frère, je peux pas rêver mieux, sincèrement. Mais elle est loin et voilà, je suis heureux pour elle, mais je me sens responsable. Et comment je pourrais dire ça? Dans l'obligation de veiller un peu sur elle de loin. Donc c'est bizarre de l'avoir mis là, mais moi en tout cas c'est quelque chose qui m'affecte et beaucoup, qui a beaucoup affecté mon père. Et puis voilà, on espère qu'elle sera heureuse et que tout se passera bien. Mais en tout cas, en tant que. Peut-être que je me l'auto-attribue, mais en tant qu'aîné, même si elle est née avant moi, je me sens. Voilà, c'est une femme, on prend soin de nos femmes, donc je me sens responsable d'elle. Ok. Voilà.
C'est vrai que quand tu évoques c'est ça qui est intéressant quand on évoque les lignes de vie. Il y a cette notion de responsabilité qui revient souvent. Là, tu parles de ta sœur, mais ça revient souvent dans plusieurs aspects. sûrement. Après, on le vit. Moi, je le vis comme ça. Je me sens responsable de mon entourage et j'essaie de les faciliter au mieux. Et puis voilà. En fait, finalement, on est tous responsables les uns des autres. Ou pour paragrapher, pour citer les évangiles, on est tous les gardiens de nos frères, je pense. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort. Et puis c'est pas plus mal. Hein. J'essaie de prendre soin des gens qui m'entourent. Et quand on pose le pied à terre et que les gens nous proposent leur aide, on se dit bah, finalement c'était peut-être la meilleure chose qu'on ait faite. Et on finit tous par poser le pied à terre. Donc à ce niveau-là, voilà, c'est ma personnalité et puis c'est comme ça. Ok. Et après, bah, t'as mis un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le décès de ton papa. C'est ça. Et donc ça, c'est un événement que... Bon, après, tu peux si tu as envie d'en parler, bien sûr. Hein. Non, non, moi je suis en paix avec ça. Ok, bah c'est très bien. Donc là, déjà ta relation avec ton père. Bah, c'est marrant parce que mon père, ça nous arrivait parfois d'avoir une relation, je dirais pas conflictuelle, mais qu'on se comprenne pas surtout, mais c'est ça qui est beau d'une certaine manière. C'est qu'au moment où j'ai compris qu'il allait partir, c'est comme si on avait un voile devant les yeux qui tombait et qu'on voyait enfin, t'es passé par là, on voyait le monde tel qu'il est réellement et, euh, et je voyais plus mon père comme parfois on en veut aux autres. Et on en veut pour des choses qu'ils ont fait ou pas fait, etc. Mais là, je le voyais comme, moi, je suis croyant comme une créature de Dieu qui a fait ce qu'il a fait pour moi, qu'il a plutôt bien fait. Donc, moi, je me souviens quand le médecin il nous a appelé, il nous a dit d'aller le voir parce que c'était, moi, j'ai compris tout de suite. Hein. Venez tout de suite. La première chose que j'ai fait, c'est de m'excuser et de lui demander pardon et de lui dire qu'il a été parfait et qu'il n'y a rien à changer là-dessus. Et que c'est notre histoire avec les bonnes choses et les moins bonnes choses. Moi, je suis resté pendant un an à ne pas parler à mon père. Et je dirais pas que je regrette pas, mais c'est notre histoire. Et tout ça, je peux me permettre, hein, tout ça, c'est de la merde à la fin. Et on comprend dans ces moments-là ce que les autres nous disent quand ils nous disent prends soin de tes parents, quand ils perdent les leurs. Et j'ai l'impression que c'est presque un devoir qu'on a quand on perd ses parents que de prévenir les autres et qu'ils ne le comprennent finalement que lorsqu'ils ont perdu les leurs. C'est comme si tu te baignais pour la première fois. Tu peux imaginer la sensation de l'eau, mais Et toi, tu l'as pas. tant que tu n'as pas été dedans, tu sais pas. Et du coup, ces gens qui t'ont prévenu, quand tu les regardes, moi c'est comme ça que je le ressentais. Hein. Ils finissent par te regarder en disant je pense que ça y est, t'as compris. Toi, tu les regardes en pensant ouais, j'ai compris. En fait, c'est très très singulier. Tu as l'impression de. Tu te dis mais comment ils ont fait les autres pour passer par là. Mais d'un autre côté, ça arrive à tout le monde. Et voilà, c'est une sensation, j'ai envie de te dire, divine. C'est de la souffrance divine parce qu'il n'y a pas de haine et que ça te permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà, au moins j'ai eu l'opportunité de lui dire au revoir et de le remercier, de m'excuser et de l'accompagner du mieux que je pouvais. Et puis ça nous a mis les yeux en face des trous à moi et à toute ma famille. Et ça nous a même rapprochés, j'ai envie de te dire. Mais, mais un décès familial, c'est vraiment quelque chose de marquant en fait. Je pense que c'est la chose. Je pourrais pas expliquer, mais bon, je pense qu'on perdra tous nos parents, donc on aura tous l'opportunité de le comprendre. Mais je suis en paix avec ça dans le sens où bah, si je voulais pleurer, je pleure, et je suis pas bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis bien. Voilà. Faut assumer ce qu'on sent et puis pas eu la pression. Assumer ce qu'on ressent. C'est tous comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a quelques mois, donc c'était assez particulier. Au moins, il aurait vu ma soeur se marier, puis c'est bien ça. Déjà très très bien. C'est déjà très bien. Ouais, merci à toi d'en parler avec ce recul-là et cette sincérité-là. Parce que c'est pas facile d'exprimer ses émotions et tu le fais bien.
Et donc là, on est à maintenant, et tu sais que dans cette ligne de vie, hein, quand on approche de la fin, là, il nous reste encore 5 minutes, on fait une projection. Une projection dans les 5 ans, les objectifs que tu as à court et moyen terme. Et donc alors, qu'est-ce que tu envisages, Rafat, dans ces 5 années à venir? Sincèrement, Ouais, bien sûr. Toujours en sincérité radicale, comme tu le fais depuis le début. hum, en fait, dans les médias, si je suis vraiment honnête, je te dirais que je suis un peu partagé entre deux objectifs. Le premier objectif, ce serait d'assurer ma stabilité financière, qui pourra me permettre ensuite d'être moi-même pleinement. Je suppose que je dois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, stabilité financière pour être toi-même pleinement. En fait, je suis pas. Pendant très longtemps, j'ai pas vraiment cherché à faire de l'argent. Quand je dis ça, on dirait que je suis millionnaire, mais c'est pas du tout le cas, hein. Mais puis à un moment donné, je me suis dit, allez, on va s'y pencher parce que dans la vie, j'ai pas cherché parce que je gagnais pas mal ma vie non plus, tu vois. Donc les choses, sont bien emboîtées. Mais si je suis honnête, quand je cours après l'argent, je me perds en tant que personne. Tu comprends? Je comprends, ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit une étape nécessaire, mais je suis prêt à renoncer un peu, le temps d'assurer mes arrières et ensuite de m'orienter vers qui est peut-être plus important, c'est-à-dire d'être en paix avec moi-même et de faire les choses qui me plaisent. Et comme il y a un récit prophétique, si on doit appeler ça en français, qui dit que le plus utile à Dieu, c'est le plus fort des hommes. Si demain je suis à l'aise financièrement, je pourrais peut-être faire plus de dons, aider plus de gens, tu vois. Mais en tout cas, il y a un côté professionnel où j'ai vraiment envie d'assurer mes arrières et de réussir professionnellement et j'espère que ça ira. Mais il y a surtout un côté humain où finalement tout ce que tu fais est censé servir tes intérêts émotionnels d'une certaine manière parce que tout ce qu'on fait c'est en lien avec l'émotion. Quand tu cherches du plaisir, etc., c'est émotionnel. Même quand tu rationalises, c'est émotionnel. Tu vois. Donc être en paix et non pas être heureux, mais être en paix, c'est-à-dire être bien dans mes pompes et aller dans cette direction. Euh, voilà. Donc d'un côté c'est très mondain et puis de l'autre côté c'est très spirituel. Et je pense que c'est le combat de tout le monde, de beaucoup de gens aujourd'hui. Et voilà. Donc être bien dans mes pompes et puis continuer à faire de belles choses. Je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question. Écoute, tu as l'air On dit toujours qu'un objectif bien défini est à moitié atteint. J'espère. Et écoute, ouais. Je... En tout cas, merci à toi, Rafat, pour cet échange. Merci. J'espère Merci J'espère qu'il servira autant. Moi-même, hein, quand je fais tous ces échanges, ça m'enrichit. Mais j'espère que si on peut toucher 1, 2, 3, 4 personnes à travers ton récit, c'est déjà beaucoup. J'espère. Donc merci à toi. Est-ce que juste avant, là, il nous reste 2-3 minutes, tu peux décrire ton centre de formation et peut-être qu'il y en a qui vont aimer la personnalité que tu as et peut-être qu'ils vont vouloir entreprendre ce métier d'enseignant de la conduite. Moi, je suis formateur d'enseignant de la conduite et j'ai travaillé dans différents centres. Et puis à un moment donné, je me suis dit que je voulais ouvrir le mien. Et, et bizarrement, à un moment donné, j'ai voulu abandonner parce qu'il y avait énormément de charges, énormément de choses à faire, etc. Puis tu as beaucoup de crainte au moment où tu veux faire les choses par toi-même. Et, et voilà, donc sincèrement, à un moment donné, ça allait pas du tout. Je me suis dit, peut-être c'est pas pour moi, peut-être que c'est trop de boulot, peut-être que, etc. Et puis à un moment donné, à force d'y aller, de pas abandonner, de pas hésiter à demander de l'aide, etc., les choses sont en train de se passer convenablement. Il faut s'acharner, il faut travailler.
Donc j'ai eu des périodes où sincèrement je faisais du 9h, 2h du matin, 3h du matin. Et j'espère que ça va payer. Et je parle pas de finance, je parle de réussite. Bien sûr. Quand je l'ai ouvert, je partais du principe que j'allais perdre de l'argent. Comme ça, j'assure mes arrières. Mais comme je dis souvent à mes élèves, personne ne veut payer sa pâtisserie à plus de 5 euros, mais il n'y a que chez Pierre Hermé. Ce que je veux dire par là, C'est c'est vrai. qu'en travaillant bien, on finit par être payé. S'il y a des Exact. gens qui peuvent se permettre de faire des pâtisseries à 17 euros alors que personne ne veut payer plus de 3 balles, il faut se poser des questions. Donc moi, je crois sincèrement qu'en travaillant bien, on finit par avoir de bons résultats. Bah, c'est vers là où je vais aller. Et je ne vais pas dévier de ma trajectoire. Et du coup, ton centre de formation, donc on mettra le lien en bas pour justement si vous avez envie de contacter Rafad. Comment il se nomme? Arc Formation. Arc Formation. Donc on va mettre le site qui est très bien fait d'ailleurs, il me l'a montré juste avant. Et s'il y en a qui ont cette vocation à devenir enseignant de la conduite et qui veulent justement être dans le centre de formation de Rafad et le côtoyer pendant 9 mois, n'hésitez pas. Malheureusement. Ou heureusement, justement. Ou heureusement. Merci Rafad. Merci à toi. Et profitez bien de cet épisode.